Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le magnifique site du Pont du Gard pour une émission exceptionnelle et une journée exceptionnelle sur la prévention des risques naturels. Nous sommes en direct sur l'Esprit Sorcier TV jusqu'à 21 h. C'est une émission en public et en direct, Marine. Tout à fait, 6 heures d'émission en direct pour tout comprendre sur les feux de forêt, les inondations, notamment les crues rapides, mais aussi sur les tremblements de terre qui n'épargnent pas notre territoire, comme nous l'a montré le séisme du 16 juin dernier en Charente-Maritime. Alors nous donnerons la parole tout au long de la journée à des scientifiques, à des spécialistes des secours, mais aussi à toutes celles et ceux qui, tout au long de l'année, travaillent pour notre sécurité et pour mieux prévenir les risques naturels. Vous pourrez aussi participer à des jeux, à des animations spectaculaires, à des opérations de secours et des simulations virtuelles qui permettent de mieux se préparer et d'avoir les bons réflexes face à un événement majeur. Et pour ouvrir cette journée et cette émission, nous avons le plaisir d'être avec Ghislaine Verriès-Leblanc. Bonjour Ghislaine, vous êtes directrice de l'AFPCNT, ça veut dire l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. C'est vous qui avez eu l'idée de lancer cette journée. Alors ça s'appelle Prève Action, Prève comme prévention je suppose. Tout à fait. Et Soyons Action. tous prêts. Et action, passons tous à l'action. Le citoyen est acteur de sa sécurité. Donc allons-y, impliquons-nous. Et c'est le sens de la journée d'aujourd'hui. Journée partenariale, c'est important aussi. D'accord, action, c'est comme au cinéma, quand on dit action, ça tourne, on est tous acteurs. Ah oui, et puis il n'y a plus le temps, là, c'est maintenant qu'il faut agir. Je crois que la nature nous le dit. D'accord, alors, on va parler des séismes aujourd'hui, Marine l'a dit, on va parler des inondations, on va parler des crues rapides. Malheureusement, c'est un lieu ici qui a la mémoire de tous ces événements et toutes ces catastrophes, mais bien évidemment, on est dans le département du Gard, mais la prévention des risques naturels, ça concerne tout le territoire, l'Hexagone, les territoires ultramarins. Alors c'est vrai qu'on a conçu cet événement sur le pont du Gard et je laisserai notre hôte nous présenter ce site fabuleux, patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais effectivement, c'est une journée nationale. Alors on bénéficie de la présence de scolaires du Gard et puis on avait un écosystème de partenaires qui nous permettait d'avoir une journée réussie et riche en animation comme Marine l'a dit. Mais c'est vraiment pour symboliser que partout en France, on est exposé au risque d'inondation. Le séisme a fait parler de lui il n'y a pas longtemps et c'est un risque qui est latent sur notre territoire métropolitain, bien plus présent dans la conscience peut-être de nos citoyens ultramarins et que les feux de forêt, malheureusement avec le changement climatique, ont tendance à remonter également de façon inquiétante vers le nord et on a eu de la pluie ce matin mais on a vu les périodes de sécheresse qu'on traverse et donc attention dans cette période critique pour les incendies. Mais c'est bien une journée nationale et j'espère la première d'une série, pourquoi pas sur d'autres sites patrimoniaux emblématiques français. En tout cas, celui-ci est absolument magnifique. Alors nous sommes aussi en compagnie de Christophe Gall, directeur général adjoint du site du Pont du Gard. Bonjour Christophe. Bonjour Marine. Alors le site du Pont du Gard, c'est ce magnifique aqueduc antique qui date du 1er siècle de notre ère, mais c'est aussi un vaste centre de culture historique, scientifique et écologique. Tout à fait. Donc le site du Pont du Gard, outre cet aqueduc qui a 2000 ans d'histoire, qui servait à amener l'eau d'Uzès à Nîmes, nous sommes aussi sur un site évidemment patrimonial, mais aussi naturel, ou classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où l'éducation est aussi au centre de nos missions. C'est le rôle sur lequel nous jouons beaucoup. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui cette manifestation sur la prévention des risques, puisque c'est un site qui, lors de ces 2000 ans d'histoire, a vécu de nombreux événements. Oui, on notamment en particulier des crues torrentielles de 2002. Peut-être que vous voulez en dire un petit mot. Les crues torrentielles de 2002, où on voit un Gardon aujourd'hui on va voir des images apaisé. Aujourd'hui, allez-y. Bah oui, aujourd'hui, voilà. là, on est dans... Voilà. Ça s'est passé en septembre 2002, le 8 et le 9 septembre, voilà, je crois. Où là, on voit passer des caravanes, effectivement, dans le Gardon. Et où ce jour-là, il a été environ mesuré en termes de mètres cubes seconde, à peu près 7000 mètres cubes seconde à Romoulin. Voilà, il faut savoir que le Rhône coule en moyenne à 1003-1005. Donc ça faisait 3 ou 4 fois le débit du Rhône. Donc voilà, il a vécu ça. Nous sommes aussi dans un site naturel, c'est-à-dire avec une forêt méditerranéenne, avec tous les risques que cela comporte.
et nous l'entretenons régulièrement. Nous faisons les travaux nécessaires et nous la surveillons le mieux possible pour éviter les feux de forêt en été. Voilà, pour l'instant, nous sommes très épargnés. Oui, et on va en parler dans très peu de temps des feux de forêt. En tout cas, merci beaucoup de nous accueillir sur ce site. Ghislaine, on se retrouvera un petit peu plus tard pour l'émission. Ce sera une belle émission avec des scientifiques, des urbanistes. On parlera justement de la place qu'on doit donner sans doute un petit peu plus à la nature aussi pour laisser aux éléments la possibilité également de s'exprimer. Voilà. Donc je rappelle que cet événement Prévaction vous est proposé par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques en partenariat avec le site du Pont du Gard, mais aussi le service départemental d'incendie et de secours du Gard, le SDIS 30, qui nous aide énormément par l'entente Valabre, et nous recevrons tout à l'heure certains de leurs représentants. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et à tout à l'heure. Merci. Et c'est parti pour la première émission consacrée aux feux de forêt. Les feux de forêt et de végétation, vous le savez, on le constate chaque été, ils sont de plus en plus nombreux et virulents. Oui, ils touchent essentiellement le sud de la France, mais avec le réchauffement climatique, les canicules et les sécheresses, ils ont tendance à remonter vers des régions plus au nord, sur les territoires qui sont peu habitués à ces incendies. Alors face à cette menace, bien évidemment, on peut tous faire quelque chose en adoptant des gestes simples. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le lieutenant-colonel, venez avec nous, lieutenant-colonel Éric Agrignier du SDIS 30. Bonjour Éric Agrignier, donc, vous êtes lieutenant-colonel au service départemental d'incendie et de secours du Pont du Gard. Donc présentez-nous un peu ce qu'on appelle le SDIS 30, qu'est-ce que c'est? Bonjour. Ça marche. Ça marche, c'est parfait. Alors, le SDIS du Gard, c'est d'abord un établissement public qui est financé par les collectivités, c'est-à-dire essentiellement le conseil départemental du Gard à hauteur de 60%, et ensuite chaque commune pour le reste, c'est-à-dire les 40 autres pourcents. C'est un établissement public composé évidemment de personnel, essentiellement des sapeurs-pompiers, professionnels mais aussi volontaires. Donc pour le Gard, 700 sapeurs-pompiers professionnels, dont c'est le métier, évidemment, c'est leur carrière, et complété par plus de 2500 sapeurs-pompiers volontaires. Alors, ce sont des citoyens qui s'engagent pour justement le SDIS. Donc, ils ont une activité professionnelle à côté, c'est ça? Une autre éventuellement à côté, et donc sur leur temps libre, temps de congé, temps familial, temps personnel, eh bien, ils donnent un peu de ce temps à, on va dire, concourir à la protection des concitoyens. Et un autre statut qui est très important, nos personnels administratifs et techniques, à la hauteur de 160 agents du SDIS, qui concourent à toutes les missions support, informaticiens, cadres, mécaniciens, etc., pour justement assurer toutes les fonctions support de cette structure. Le SDIS du Gard, c'est 66 000 interventions par an, c'est-à-dire un départ de secours toutes les 8 minutes, 365 jours sur 365. Avec des périodes particulièrement intenses, j'imagine, en été? Oui, mais pas seulement. Parce que ça ne vous a pas échappé, et c'est évidemment le thème de la journée. Nous avons le risque courant, c'est-à-dire nos interventions classiques, et puis, comme vous venez de le dire, des événements majeurs, très importants. Les inondations, on vient de le voir, 88, 2002, 2003 et d'autres années. Et aussi, bien d'autres risques naturels, le feu de forêt éventuellement, évidemment, en fait partie, mais pas seulement. Nous pouvons avoir des épisodes neigeux, nous pouvons avoir des phénomènes de tempête avec de très forts vents qui génèrent des opérations et évidemment des secours. Donc nous sommes en fait un service qui s'adapte en permanence aux conditions climatiques. Et vous parliez des sapeurs-pompiers volontaires. Est-ce que vous êtes en permanence à la recherche de nouvelles recrues? Peut-être que ça intéresse des jeunes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Oui, nous recrutons tous les ans, nous recrutons environ 200 sapeurs-pompiers parce que nous avons un turnover important dans cette partie de nos effectifs.
parce que la vie évolue. Les jeunes, parfois, quittent le département après leurs études parce qu'ils ont trouvé du travail. Certains nous quittent parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant de concilier la totalité de cette activité en plus de la vie professionnelle qui leur est propre. Donc nous recrutons toute l'année, dans tout le département, des sapeurs-pompiers volontaires. Eric Agrigny, on pourra y revenir, mais pour le moment, j'aurais qu'on fasse une petite pause, parce que comme on dit sur les grandes chaînes, vous savez, place au direct. Et on a un événement assez exceptionnel qui est en train de se dérouler, puisqu'on a un Super Puma, c'est un hélicoptère qui s'est posé il n'y a pas très longtemps ici, et qui va nous faire une démonstration de comment on peut appeler ça, de largage, en fait, pour éteindre les feux de forêt. Est-ce que Jean, tu m'entends, qui doit être en duplex? Jean, tout près de, s'il n'y a pas trop de bruit, peut-être que tu nous entends. Je me trouve actuellement sur ce qu'on appelle la drop zone, c'est une sorte d'héliport improvisé. L'hélicoptère que vous voyez là, c'est un Puma, et c'est lui qui va nous servir pour l'exercice d'extinction de feu auquel vous allez assister. Il va venir capter de l'eau et puis le relâcher au-dessus du Gardon, la rivière qui passe sous le pont du Gard. Alors, l'équipe s'est briefée quelques minutes avant pour se coordonner, et on va se retrouver dans quelques instants, un peu plus tard, au plus près de l'action, pour vous expliquer le déroulement et vous présenter l'appareil, le matériel, etc. Je vous laisse assister au décollage. Il n'y en a plus pour très longtemps. Et vous verrez qu'en dessous se situe une sorte de cuvette en toile qu'on appelle un Bambi, et donc qui va pouvoir contenir jusqu'à 3200 litres d'eau. C'est assez énorme. Je vous laisse assister au décollage, et nous on se retrouve dans quelques instants au plus près de l'action. À tout de suite. Ok, on te retrouve dans un instant. Jean, on te laisse aller te positionner sur le lieu où il y aura le prélèvement, puis le largage de l'eau. Ce sont des hélicoptères qui appartiennent à qui? Alors, ces Super Puma, enfin, ces hélicoptères bombardiers d'eau qualifiés de lourds, sont loués par l'État et mis à disposition des zones de défense pour justement renforcer les moyens aériens existants, c'est-à-dire les traditionnels Canadair et les Dash. Ouais. Et ce sont des dispositifs qui font partie des mesures qui ont été prises après la difficile saison 2002, vous l'avez évoqué tout à Notamment l'heure. dans les Landes. 2022, pardon, où ça a brûlé un peu partout en France. D'accord. Pas seulement dans les Landes, puisqu'on a vu quand même 2000 hectares qui Bien ont sûr. brûlé en Bretagne, mais aussi dans d'autres départements. Donc là, ça fait on- partie des renforts nationaux. Là, on renforce les moyens. C'est ça. D'accord. Alors, on va les laisser nous raconter tout ça tout à l'heure, sinon on va tout raconter à leur place. Mais moi, j'aimerais bien qu'on parle des autres aussi engins bombardiers d'eau, notamment les fameux Canadair, qu'on connaît tous. Alors, ces Canadair, je crois qu'ils sont tous basés pas très loin d'ici. Ils sont sur l'aérodrome ou l'aéroport de Nîmes-Garons, c'est ça? Tout à fait. La base aérienne de sécurité civile de Nîmes-Garons, qui a été déplacée, qui était initialement Marignane, qui a été déplacée il y a quelques années, Ouais. et qui effectivement est le siège de toute la flotte aérienne des moyens nationaux de la sécurité civile. On l'a dit, 12 Canadair, c'est ce qui constitue aujourd'hui la flotte, et 8 Dash, qui sont des gros porteurs, puisque le Canadair fait 6000 litres, le Dash va jusqu'à 10 000 litres et peut larguer donc 10 tonnes d'eau d'un coup. Dites d'un coup, on voit le Super Puma qui est en train de s'élever au-dessus de nous. Voilà, il va aller se positionner sur le Gardon, puisque le pont du Gard, contrairement à son nom, ne passe pas au-dessus du Gard, mais bien du Gardon. Ah, alors, juste derrière nous. Voilà. C'est quand même un hélicoptère très lourd, hein. Il est extrêmement puissant et il faut soulever ce seau. Hein. Le Bambi Bucket, c'est un seau. Ça a été dit, 3200 litres d'eau, donc il faut une puissance pour le soulever. Là, il est au remplissage, hein, il est en train de remplir le seau. Ouais. Et puis, évidemment, ensuite, en lien avec les moyens au sol, il va larguer là où le commandant des opérations de secours, le pompier qui commande le dispositif global de lutte, Ouais. va lui dire de larguer sa charge. D'accord. Alors, l'avantage, on le sait par rapport à un Canadair, même si ça contient moins d'eau, c'est qu'il peut aller prélever en stationnaire comme ça au-dessus d'une rivière. Alors qu'un Canadair, on sait très bien qu'il lui faut quand même de la longueur, puisqu'il doit prélever de l'eau pendant au moins 12 secondes. Donc là, lui, il peut prélever à peu près n'importe où. Oui, c'est ça. Alors, il faut quand même qu'il y ait une surface quand même assez importante, notamment pour les raisons de sécurité, qu'il puisse avoir
ce qu'on appelle une possibilité d'échappatoire s'il y a un problème technique. Oui. Mais effectivement, la capacité de remplissage est beaucoup plus simple et donc tous les points d'eau naturels sont quasiment utilisables par ce type d'appareil. Et les points d'eau artificiels, éventuellement une grande piscine? Oui, aussi. Alors, c'est un petit peu difficile pour les hélicos lourds parce que, en raison de cette puissance de moteur, ça peut soulever des tuiles hein, sans aucun problème d'une toiture. Ouais. Donc, on évite quand même de s'approcher trop près des habitations. D'accord. J'ai pas de souvenir précis en tête, mais je pense que ça peut arriver sans problème. D'accord. Je ne sais pas si Jean est en position avec le lieutenant-colonel Le largage, là. Jean-Frédéric. Ah, ça y est, on assiste à un largage derrière nous. Exactement. Voilà. Qui vient de larguer l'eau. Je suis avec le colonel Jean-Frédéric Biscay qui va nous expliquer un peu. Alors, quel type d'hélicoptère on avait avec nous là? Alors là, vous avez un Super Puma qui est un hélicoptère qui est loué par la direction de la sécurité civile. Ça vient en complément de la flotte aérienne française. Et c'est plutôt de la location que l'on organise l'été. Et ici, c'est un Super Puma avec un dispositif de Bambi Bucket de saut qui contient environ 3500 litres d'eau. Est-ce que là, vous pouvez nous commenter ce qu'il est en train de faire là? Alors là, il est en train de remplir son seau. Donc, il a besoin de 3 mètres de profondeur minimum pour remplir son seau. Et ça, on peut le faire n'importe où? Alors, on peut le faire n'importe où, dans un plan d'eau naturel, bien sûr. C'est ce qui fait un peu l'efficacité hein, du dispositif, parce que c'est assez mobile. Et ensuite, ces 3500 litres d'eau, ils vont être portés sur un flanc du feu. 3500 litres, c'est quand même efficace en termes de quantité, donc c'est pas neutre dans l'attaque. Et comment on fait alors? C'est le pilote qui décide de larguer l'eau au dernier moment? Non, non, non. Il y a un officier aéro qui est au sol et qui, lui, a vocation à, on va dire, monitorer le largage de l'hélico pour faire en sorte que ce largage corresponde à la stratégie du commandant des opérations de secours qui, préalablement, l'a fixé avec l'officier aéro qui est en charge de gérer les moyens aériens. J'imagine qu'il faut être très précis. Les pilotes doivent être entraînés, surentraînés pour pouvoir larguer au bon endroit. Alors, bien évidemment, bon, il se trouve que ce sont des pilotes qui, à part dans la phase de lutte estivale, sont des gens qui font du transport en montagne, ce qu'on appelle le sling, du portage. Donc, ils sont quand même très habitués à porter ce type de charge et ils ont beaucoup de précision dans leur action. Très bien. Et alors, l'hélico doit être opérationnel H24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il y a toujours une équipe qui est prête à partir, c'est ça? Alors, aujourd'hui, en tout cas en Europe, on ne fait pas de largage de nuit. Ce qui veut dire que les moyens aériens sont activés du lever du jour jusqu'à la nuit aéronautique. Mais il est possible, et ça ce sont les évolutions du futur, qu'un jour on fasse du largage la nuit. C'est un peu plus compliqué, c'est surtout plus engagé en termes de sécurité, mais il y a d'autres pays qui le font, donc peut-être qu'un jour on prendra la décision de le faire. Et cet hélicoptère, le Super Puma, du coup, il a quelle autonomie? Il peut passer comme ça combien de fois au-dessus d'un feu? Ça dépend pas vraiment de l'autonomie de la machine, c'est plutôt la distance entre la zone de largage et le point de ravitaillement. Et après, vous pouvez avoir une rotation toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes. Et du coup, toutes les 3-4 minutes, vous apportez 3500 litres d'eau au front de feu, enfin au flanc de feu, ce qui est quand même hyper optimisant en termes de stratégie de lutte. Alors, je le disais tout à l'heure, sous l'hélicoptère, ce qu'on a vu, c'est une sorte de sac en toile. Je me suis trompé, on parle de Bambi Bucket, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est un seau. C'est un seau qui permet de capter de l'eau et après on a un dispositif de largage qui est opéré par le mécanicien à bord et qui va ouvrir la soute en fonction de l'autorisation de largage
que lui aura donné l'officier aéro, qui est un officier de sapeur-pompier, qui est au sol et qui, lui, va coordonner les actions de largage. Alors, vous parlez de plusieurs personnes à bord. Jusqu'à combien de personnes on peut avoir dans cet hélicoptère et qui fait quoi? Écoutez, sur ce type d'hélicoptère, vous avez 2 pilotes, un mécanicien. Mais après, vous avez vu la taille, c'est des hélicos qui peuvent embarquer entre 10 et 20 personnes. Hein. D'ailleurs, ce sont des hélicos connus. Hein. Ils sont aujourd'hui engagés sur des théâtres d'opération de feux de forêt, mais cet hélico, depuis très longtemps, il est aussi engagé pour l'armée française. Donc, c'est un hélico très réputé qui est un vecteur de confiance. Et on en a beaucoup des hélicoptères de ce modèle en France? Alors, je suis pas capable de vous dire combien on a d'hélicoptères en tout de Super Puma. Ce que je peux vous dire, c'est que aujourd'hui, on en a 4 de ce type qui sont loués. Et bien entendu, on a d'autres types, de moyens souvent un peu plus légers, ce qu'on appelle plutôt des types B3 et qui ont des capacités autour de 900 litres. Voilà. Donc en hélico aujourd'hui, on est plutôt sur quelque chose qui varie entre 900 litres et 3500 litres. Très bien. Alors, on a l'habitude de voir les images de Canadair aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit plutôt un hélicoptère qu'un Canadair? Alors, souvent, j'ai envie de vous dire, historiquement, on avait surtout beaucoup d'avions. Il faut savoir qu'un avion, un Canadair notamment, d'abord, c'est un avion qui est amphibie. Donc, on peut optimiser les largages, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour l'hélico. Mais en même temps, c'est un avion qui a la capacité de larguer avec une certaine vitesse et qui donne de la force et de la charge au largage, qui favorise du coup l'extinction et qui rend beaucoup plus efficiente l'extinction. Un hélico, c'est un peu moins sur ce côté-là qu'on l'attend. Un hélico, l'avantage de ce type-là, c'est la précision. C'est quelque chose de plus chirurgical dans l'attaque. Donc j'ai envie de vous dire, finalement, le meilleur des mondes, c'est la complémentarité des moyens. Et si vous avez la chance de bénéficier et d'avions amphibies comme le Canadair, de Dash, qui est un avion de 10 000 litres, lui, qui emporte du retardant, ou des hélicos avec ce volume-là, on est armé pour gagner la guerre. Super, merci Jean-Frédéric Bisquet pour toutes ces explications. On découvrira dans la suite de l'émission d'autres moyens de lutte, mais au sol cette fois. Très bien, merci. On se retrouve tout à l'heure pour une autre opération assez spectaculaire, mais autour des camions de pompiers, des sapeurs-pompiers du Gard, cette fois-ci. Eric, c'est intéressant, le lieutenant-colonel Jean-Frédéric Biscay en parlait quand même. Il y a un ordre qui est donné, c'est pas le pilote qui décide de larguer n'importe. Faut pas oublier que pendant qu'il y a des bombardiers au-dessus des forêts, il y a des sapeurs-pompiers dans la forêt. Donc on ne peut pas larguer à n'importe quel moment. Il y a un danger quand même pour ceux qui sont au sol. Oui, tout à fait. Jean-Frédéric l'a très bien expliqué. La clé de la réussite, c'est la complémentarité de l'ensemble des moyens. Et pour qu'un chantier soit bien mené, il faut un seul chef. Le chef, c'est le pompier, qui a une qualification de commandant des opérations de secours et qui dirige la totalité des moyens, qu'ils soient au sol ou en l'air. C'est un homme. C'est un homme qui a la fonction de commandant des opérations de secours, qui a suivi une formation spécifique pour cela et qui, bien sûr, grâce à des adjoints, chacune dans des parties, des chefs de secteur d'un point de vue du découpage géographique d'un feu, et plus le feu est étendu, plus on sectorise le chantier. Mais évidemment qu'il y a, Jean-Frédéric l'a évoqué, un officier qu'on appelle aéro qui s'occupe uniquement du volet aérien. Mais celui qui décide de tout, c'est le commandant des opérations de secours. C'est lui qui fixe la stratégie et tous les moyens de lutte concourent à réussir cette stratégie. D'accord. Je voudrais qu'on en revienne un petit peu au Canadair. Là, on a beaucoup vu les hélicoptères. C'est les Canadair qu'on voit traditionnellement comme ça. Alors, on va peut-être voir des images aussi parce qu'il y a les fameux Canadair. On en a vu quelques-unes. Et puis, il y a un autre avion qu'on connaît peut-être un peu moins qui s'appelle le Dash, c'est ça, et qui, lui, répand parfois de l'eau, mais rouge. Oui, alors... Effectivement, en différence, le Canadair, Jeff Biscay l'a évoqué, c'est un avion amphibie, donc il va
il n'a pas besoin de se poser pour re-remplir. Il suffit qu'il ait une surface d'eau adaptée à ses besoins. Et donc, il va écoper en quelques secondes et remplir très rapidement sa charge de 6 tonnes d'eau. Un Canadair, c'est 6 tonnes. Ouais. En revanche, le Dash, d'abord, il a la fonction de lutte contre les feux de forêt, mais il en a une autre. J'y reviendrai. On vient de voir. C'est lui. Ouais. Lui, il doit se poser. C'est-à-dire que pour re-remplir, il faut à tout prix qu'il se pose sur des aérodromes dédiés, qu'on appelle des pélicandromes, où des hommes au sol vont aller remplir, grâce à des tuyaux de grande capacité, la charge, 10 tonnes, ça a été dit tout à l'heure, Ouais. soit d'eau, Ouais. soit de retardant. Le retardant est un produit additif à l'eau Ouais. qui permet de lutter plus efficacement contre les feux de forêt. Ça fait notamment. quoi le retardant exactement? En fait, c'est un produit qui va aller se poser sur la végétation, qui va entourer la végétation. C'est un produit essentiellement à base d'argile. Et lorsque le feu va venir lécher la végétation, l'enveloppe, si vous voulez, d'argile qui va justement envelopper la végétation va permettre à la végétation de résister et le feu ne passe pas. Et c'est ce qui donne cette couleur rouge, donc. C'est pour ça que l'argile donne la couleur rouge. Alors, il y a une question qui va peut-être intéresser. Je sais qu'elle intéresse parce qu'il y a beaucoup de scolaires qui sont là aujourd'hui avec nous. Comment on devient pilote de Canadair? Alors, essentiellement, ce sont des pilotes qui ont suivi un cursus traditionnel d'apprentissage de pilote dans l'école de l'air, mais il y a surtout des militaires. C'est-à-dire, Ils viennent de l'armée. De l'armée, ils ont une piloté formation des de avions base. de chasse, Voilà. par exemple. Et puis au bout d'un certain temps, parce qu'ils ont un certain nombre d'heures de vol, ils arrivent en limite de pouvoir continuer à piloter, notamment sur les avions de chasse ou autres, ils bifurquent vers la sécurité civile et continuent en quelque sorte à ces missions de sécurité civile, mais sous une autre forme. D'accord, on va voir tout à l'heure, on va aller faire un petit tour, on a eu la chance d'aller faire un reportage avec les pilotes de Canadair sur la base de Nîmes-Garons, mais on va passer à autre chose, un autre aspect de votre métier qui est très spécial, je crois, aux sapeurs-pompiers du Gard, c'est ce qu'on appelle le brûlage dirigé. Alors pour en savoir plus, parce que vous êtes venu ici pour faire des démonstrations, on va rejoindre Lorraine qui, je n'en doute pas une seconde, va mettre le feu. Oui, Fred, bonjour. J'ai le plaisir d'être avec le commandant Jérôme Jallet. Bonjour. Alors, c'est très étonnant, mais les pompiers utilisent aussi le feu pour combattre le feu. Aujourd'hui, on va parler de 2 techniques. Le brûlage dirigé, comme l'a dit Fred, et les feux tactiques. Il y a une technique qui est préventive, une de lutte active, mais les deux reposent quand même sur un même principe. Alors, comme vous le dites, il y a 2 techniques. D'abord, le brûlage dirigé, c'est de brûler des parcelles pour mettre en place des zones de protection et des zones de repli pour les sapeurs-pompiers qui agiraient dans la lutte. Et on travaille dans l'objectif, s'il y a un feu, le feu puisse venir s'arrêter. Ok, très bien. Et alors, sur les feux tactiques, vous venez aussi brûler de la végétation? Tout à fait. Alors là, l'enjeu, c'est d'allumer un feu secondaire qui vient contrer le feu principal de façon à brûler toute la végétation qui est entre les 2 feux. Et par manque de combustible, le feu s'arrête. Très bien. Alors, c'est une méthode qui permet d'anticiper aussi l'arrivée du feu. Tout à fait. Donc, quand on fait du feu tactique, on n'est pas dans une situation subie. C'est-à-dire que dans la lutte contre les feux de forêt, quand on est dans un camion et qu'on attend un feu, on va le subir directement. Donc, il y a déjà l'effet de stress pour les personnels. Bien sûr. Il y a également l'effet de la chaleur, mais également de la fumée. Quand on est en feu tactique, c'est une situation qui est anticipée, donc qui est faite en amont. Là, on allume un feu qui démarre tout doucement, donc on est moins soumis à la chaleur, moins soumis à la fumée. Et par le principe de la colonne de convection qui se crée à l'intérieur du brûlé, les flammes sont attirées par le feu principal. Et en règle générale, on travaille plus en sécurité. D'accord, très bien. Alors, le matériel que vous utilisez, ça repose notamment sur cet objet. Comment vous appelez ça? Alors ça, on appelle ça une torche d'allumage. Qu'est-ce qu'il y a dedans? À l'intérieur, donc, on a un mélange de gasoil et d'essence, donc 2 tiers, 1 tiers, qui permet donc de porter la flamme, puisqu'ici, on allume cette partie-là qui reste enflammée. Et lorsque on prend la torche comme ça et qu'on la baisse, il y a des flammes enflammées qui tombent sur les végétaux. Alors, 2 tiers, 1 tiers, pourquoi? Parce qu'on a de l'essence qui est pour la partie explosive et on a du gasoil qui est plus riche en huile et qui se dépose sur les végétaux et qui permet de bien faire prendre la végétation. Et vous avez aussi vos véhicules propres aux équipes de brûlage dirigé et de feu tactique. C'est ce qu'on voit ici. Tout à fait. Donc ça s'appelle un véhicule de protection de sécurité incendie. Donc c'est le VPSI qui accompagne donc les cadres feu tactiques lors des missions
Alors, il y a très peu d'eau à l'intérieur, 500 litres d'eau uniquement. C'est la citerne qu'on voit là. Tout à fait. C'est un gros Karcher qui nous permet de maintenir quand on allume le feu tactique, puisque du moment où on porte le feu, ben, on n'a pas la garantie qu'il y ait une saute de feu. Et en tout cas, pour le canaliser, cet engin nous sert en première intention, puisqu'après, si on fait un feu tactique trop important, ben, on viendra complémenter ce dispositif avec des camions-citernes. Mais dans un premier temps, c'est lui qui va nous servir à canaliser l'incendie qu'on allume en première intention. Au Gard, vous êtes plutôt des spécialistes de ces techniques-là. Vous venez former d'autres équipes aussi en France et vous intervenez à d'autres endroits que dans le Gard? Oui, alors, en particularité, ça fait maintenant 25 ans que le département du Gard est pilote. Et depuis, donc, nous avons mis en place des formations. Et toutes les formations, donc brûlage dirigé et feu tactique, que l'on fait en France, se passent chez nous ici, soit sur le Vigan, soit sur Bessèges. Et vous revenez d'ailleurs tout juste du Canada. Alors oui, une autre particularité, j'ai atterri hier soir. En effet, on est parti pour 3 semaines donc, dans la lutte contre les feux de forêt donc, au Canada. Donc, je suis parti en tant que correspondant donc, et coordinateur des cadres feux tactiques qui étaient sur ce détachement. Bon, la particularité, c'est qu'on n'a pas pu faire de feu tactique au Canada parce que les feux sur lesquels on a été engagés, il y avait des enjeux humains et politiques beaucoup trop importants pour pouvoir porter le feu. Mais on a travaillé sur d'autres techniques, notamment le détachement d'intervention héliportée. Merci beaucoup, commandant Jallet. C'est très impressionnant, très intéressant, incroyable d'apprendre que des pompiers mettent le feu pour lutter contre le feu. Merci beaucoup, Merci à vous. Fred. Je te rends la parole. Oui, bien évidemment, c'est pour lutter contre le feu. Éric Agrigné, vous entraînez beaucoup sur le terrain parce qu'il y a toujours quelque chose pour nous qui est impressionnant. Malheureusement, quand il y a une catastrophe, quand il y a des grands feux de forêt, on vous voit jour et nuit sur le terrain en train de travailler, mais ça ne s'improvise pas. Il faut quand même se préparer. Ah, complètement. L'entraînement fait partie intégrante d'une journée type d'un sapeur-pompier. Tous les jours, lorsqu'un sapeur-pompier est de garde, il y a, durant sa journée de garde, un espace prévu pour la formation. Voilà. Et cette formation, bien sûr, elle est identifiée pour tous les risques, toutes les opérations pour lesquelles les sapeurs-pompiers doivent intervenir. Les feux d'espace naturel, évidemment, mais tous les autres, puisque les matériels qui sont mis à notre disposition évoluent en permanence, que ce soit pour le secours à personne, le secours routier, l'inondation, le feu de forêt, etc. Donc il faut être au top à chaque fois. Vous vous entraînez comment ? Alors, il y a plusieurs choses. Tout dépend effectivement le type de la manœuvre qu'on va faire. Il y a des dispositifs qui existent, les simulateurs effectivement en font partie, mais on peut aussi, pour justement travailler les techniques de développement des établissements de grande longueur, par exemple, techniques qu'on utilise pour les feux de forêt, le faire tout simplement dans un espace naturel où on simule un départ de feu. Les officiers étudient la zone d'intervention réellement sur la carte, choisissent les enjeux stratégiques, les pompiers effectivement déroulent leurs tuyaux et font comme si c'était une véritable intervention. Très bien. Alors, je vous le disais tout à l'heure, on va reparler des Canadair puisque nous avons eu la chance d'aller sur l'aéroport de Nîmes-Garons pour rencontrer leur pilote. Et c'est Antoine Hauser, dit Tonio, qui nous a fait découvrir à quoi ressemble un Canadair. Regardez, on se retrouve après. Tonio, le Canadair, c'est un engin un peu particulier quand même, parce que ça ressemble évidemment à un avion, mais aussi un peu à un bateau. Bah oui, tu as raison, parce que regarde, c'est un avion amphibie, en fait, c'est la particularité. C'est un avion qui a les caractéristiques d'un avion, évidemment, mais aussi celle d'un bateau. Et ça, c'est drôle. Alors, tu vois, par exemple, on voit la forme de la coque, qui ressemble à une carène de bateau. Il y a des amarres. Oui, exactement, il y a les amarres. Si jamais en Amérique, on a besoin de s'amarrer à une bouée, on a besoin de boutes. Il y a une boute, il y a une ancre, il y a une gaffe aussi, tu sais, la gaffe pour accrocher la corde, le boot. Ouais. Il y a des amarres là qu'on peut voir. Vraiment, c'est vraiment la même conception qu'un bateau, effectivement. Ouais. Et alors, c'est un avion qui semble aussi large que long. Oui, c'est vrai, c'est un avion de drôle dimension. Il fait 30 mètres de large, 20 mètres de long. Ah, il est plus large. À peine plus large. Et donc, c'est vrai que ça lui donne une forme un peu carrée. Vous le chargez de tonnes d'eau. Combien de tonnes à peu près ? On charge à 6 000 litres d'eau, soit 6 tonnes d'eau après l'écopage. Eh ben justement, on va aller voir derrière comment ça se passe pour écoper et puis aussi pour larguer l'eau. Ok, alors, ici c'est le largage. Exactement, on a 4 trappes en tout
qui libère l'eau des 2 réservoirs qui se trouvent à l'intérieur. D'accord. Elles peuvent être ouvertes séparément? Oui, mais la plupart du temps, on largue les 4 en même temps. On se libère de la charge des 6000 litres en même temps. D'accord. Pour bénéficier de l'efficacité d'une grosse masse d'eau qui arrive fortement pour le refroidir le feu et l'étouffer en même temps en le privant d'oxygène. Alors, là à l'arrière, on a les prises d'eau. C'est par là qu'on remplit. Oui, exactement. C'est étonnant, hein, on imagine quelque chose qui est énorme, mais non. Tu peux nous le montrer, nous l'ouvrir? Oui, alors les prises d'eau, ça s'appelle des écopes. Ouais, les écopes. Il y en a 2 de part et d'autre du fuselage. Ça, c'est les écopes. On les sort par l'utilisation d'un petit bouton à l'intérieur qui est actionné par le copilote. Et finalement, comme tu vois, mais elles sont vraiment pas grandes, hein, elles sont la taille d'une main. Voilà, il y a 2 écopes et on prend 6000 litres d'eau en 12 secondes environ. Ça suffit. Oui, ça suffit. D'accord. Donc, tout rentre par là, en 12 secondes, tu remplis tes réservoirs d'eau. Voilà, on remplit donc les 2 réservoirs. Chaque écope remplit son réservoir. Et on écope à une vitesse environ de 130 km/h. Un Canadair, c'est un hydravion. Oui, complètement. Et au bout des ailes, on a ce que vous appelez des ballonnets. Ils servent à quoi? Quand on est arrêté, l'avion va pencher d'un côté ou de l'autre en fonction du vent. Et pour éviter que l'aile n'enfourne dans l'eau, il y a ces petits ballonnets qui sont là et qui retiennent l'avion à la surface de l'eau. Il faut être parfaitement horizontal, alors quand on écope, il ne faut pas toucher. Exactement, voilà. On est limité à 3 degrés d'inclinaison suffisent pour que le ballonnet touche l'eau. Et comme on écope à une vitesse assez forte, si le ballonnet touche, on risque de modifier sa structure. Et on évite de le faire, évidemment. D'accord. Voilà, un grand merci à tous les pilotes de Canadair et à Eric, Antoine Hauser en particulier, qui nous a reçus et qui nous a fait cette petite visite guidée. J'aimerais qu'on parle aussi des camions. Alors, vos camions, on les voit en intervention, mais il y a autre chose qu'on sait moins, c'est que vous vous en servez aussi en prévention. Racontez-nous. Oui, alors, un camion de base vraiment de lutte va être présenté. Alors, ces camions sont positionnés pour répondre à la stratégie nationale de lutte contre les feux de forêt. C'est quoi la stratégie nationale? C'est très simple, c'est détection précoce des départs de feu et attaque massive des feux naissants. En gros, plus vite je détecte le feu, plus vite je peux intervenir et évidemment, mieux je suis efficace. Oui. Pour cela, on a des camions. Oui. On en a 80 de ce type dans le département du Gard. Quand même. Oui. Ouais. Et l'été, on les positionne en groupe de 4, ce qu'on appelle un groupe d'intervention feu de forêt, commandé par un officier qui a un niveau de formation spécifique. Et ces groupes de 4 sont positionnés directement dans les massifs forestiers, là où l'analyse du risque est la plus élevée. Par rapport aux conditions météo, dessèchement des végétaux, force du vent, etc. Et on les met directement dans les massifs forestiers, comme ça. Ça gagne du temps au cas où, malheureusement. On frappe plus vite et plus fort. Ils sont toujours prêts à agir, en fait. Exactement, ils sont directement prêts à agir et c'est comme ça qu'on les utilise d'ailleurs. Alors c'est complètement incroyable parce que vous approchez tellement près du feu qu'il faut savoir mettre en place parfois des systèmes d'autoprotection et les camions ont leur propre système aujourd'hui d'autoprotection. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Jean. Oui Fred, alors vous avez découvert tout à l'heure des moyens de lutte aériens. Cette fois-ci, on va vous faire découvrir les moyens de lutte au sol. Et donc, on va vous faire découvrir un camion un peu spécial. Vous allez voir, il a une arme secrète. Et pour en discuter, je suis accompagné du lieutenant Steve Ladoé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint au chef du centre de secours de Fournes. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc ce camion, sur quel type de terrain il peut aller ou sur quel type de feu? Alors c'est un camion citerne feu de forêt qui est conçu spécifiquement pour aller sur des milieux un petit peu reculés, des pistes, qui est capable de faire du franchissement. Il a un dispositif 4x4 et il intervient notamment sur des feux, des feux espaces naturels, donc des feux de type broussailles, herbes et feux de forêt. Là, on a un exemplaire, mais vous en avez d'autres, des exemplaires comme celui-ci? Oui, dans chaque centre, on a plusieurs camions. Sur Fournes, on a 3 C7. Ok. Et alors, à l'intérieur, il y a beaucoup d'espace. Combien de personnes on peut mettre à bord? Alors, il y a 4 personnels. Donc, un chef d'agré qui dirige les camions et le personnel. Un conducteur qui a, au-delà d'être conducteur poids lourd, a reçu une formation pour la conduite des engins spéciaux sur le tout-terrain et sur les ponts. Et derrière, bien évidemment, nous avons 2 équipiers feux de forêt. Très bien. Alors, ce camion, son but, c'est évidemment d'éteindre les feux. Donc, il a une grosse citerne. Combien de litres d'eau est-ce qu'il peut embarquer?
Alors, le camion a une citerne de 4000 litres. 4000 litres. Donc, ces 4000 litres, nous avons 400 litres qui sont dédiés à l'autoprotection, qu'on présentera tout à l'heure. Et ensuite, 100 litres pour du mouillant. Donc ce camion a, je disais tout à l'heure, une arme secrète. C'est quoi? C'est un système d'autoprotection, c'est ça? En quoi ça consiste? Alors effectivement, c'est un système d'autoprotection qui permet un espace de survie dans la cabine si les pompiers se font prendre par le feu. Très bien. On fait la démonstration. Est-ce qu'on peut lancer, je vous laisse faire signe à votre collègue. On va donc mettre en route ce système. Est-ce que ça arrose toute la carlingue? À quel moment on le met en route finalement? On le met en route en dernier recours, quand les pompiers sont en danger de mort concrètement, puisque c'est l'espace de survie. Et donc il y a une protection qui se fait au niveau de la cabine, et il y a des buses aussi qui se font au niveau des roues et à l'arrière du camion. Mais l'essentiel de la protection se fait autour de la cabine. L'idée, c'est vraiment d'avoir une bulle de protection. Combien de temps on peut rester dans le camion comme ça, protégé? On a une autonomie d'environ 5 minutes. 5 minutes, le temps que le feu passe et qu'on puisse ou se dégager de la zone ou rester dans le camion et sortir une fois que les fumées et les feux sont passés. D'accord. Le but, c'est de protéger évidemment les pompiers. C'est pas qu'ils s'en aillent, qu'ils puissent évacuer, partir hors du feu, non? S'il y a la possibilité, on va s'évacuer avec le camion, mais c'est vraiment de garder cet espace de survie dans la cabine pour être protégé. À l'intérieur, on a aussi des masques, puisque du coup, l'air devient irrespirable. Combien de temps, là aussi, on peut tenir avec ces masques? Alors, on a un système d'air respirable. Donc, c'est concrètement des masques qui sont reliés sur une bouteille d'air comprimé. À l'intérieur, on a 5 masques. On en a un de secours en plus pour accueillir quelqu'un. Et il y a également une autonomie de 5 minutes. Très bien. Et alors, là, je vous laisse nous décrire ce qu'on voit actuellement. Est-ce que l'eau que vous envoyez est additionnée d'un produit spécial ou c'est tout simplement de l'eau basique? Non, c'est l'eau qui est dans la citerne, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est de l'eau il y a une citerne qui est dédiée à ça. Et comme vous pouvez voir, là, la cabine est entièrement protégée. Il y a une brumisation qui se fait autour de la cabine, des pneus et à l'arrière au niveau des tuyaux et de la pompe. Alors ça, ce système, il n'est pas présent sur tous les camions. Hein. C'est exceptionnel sur celui-ci, sur ceux qui doivent intervenir finalement sur les feux de forêt. Exactement, c'est un système qui est sur les camions dédiés à l'attaque de lutte sur les espaces de feu naturel. Très bien. Et une fois que le système est en route, on peut l'arrêter à tout moment si on a envie ou... Oui, effectivement. Donc, il y a un système d'action de boutons pour l'enclencher et pour le déclencher. Ce que je ne vous ai pas dit aussi également, c'est que ce système d'autoprotection est sur le moteur. C'est le moteur qui entraîne la pompe. Si le camion venait à caler, pour diverses raisons, on a une pompe de secours, une pompe électrique qui va prendre le relais. Très bien. Et alors, si c'est la situation extrême, ça, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation? Alors, j'ai déjà vécu des situations un petit peu tendues où on a dû se replier et partir de la zone d'intervention, mais je n'ai jamais activé l'autoprotection sur un sinistre. Est-ce que vous connaissez certains de vos collègues qui ont dû le mettre en route et comment ils l'ont vécu? Ah oui, effectivement, j'ai des collègues qui l'ont mis en route. Le système a répondu concrètement à ce qu'on recherchait. Ils ont été protégés. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'en fait, on a un entraînement spécifique par rapport à ça pour ne pas être surpris et pour pouvoir avoir les gestes réflexes en cas de. Et en quoi ça consiste cet entraînement? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Il y a déjà une formation initiale que font tous les sapeurs-pompiers qui se différencie en plusieurs phases. La première phase, c'est une phase un petit peu personnelle sur une plateforme de connaissances. Ouais. Ensuite, il y a un accompagnement ensemble qui se fait pour mettre un petit peu des images à ce qu'on a vu. Et ensuite, on a une phase de présentiel en stage avec des mises en situation professionnelles pour recréer ce type d'événement. Donc les pompiers s'entraînent à ça. Et une fois qu'ils sont opérationnels, on a des formations de maintien, de perfectionnement des acquis que tous les pompiers font régulièrement pour pouvoir s'entraîner à ces gestes d'urgence. Très bien, merci pour toutes ces explications. Écoutez, je vous propose maintenant qu'on retrouve Fred et Marine sur le plateau. Merci pour cette démonstration. On arrive bientôt au terme de cette première émission sur les feux de forêt avec le lieutenant-colonel Éric Agrinier. Voilà, on a une petite information, Marine. Oui, tout à fait, j'ai appris ça aujourd'hui, c'est que 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine. Alors évidemment, on se doute bien que ce n'est pas volontaire la plupart du temps, mais il y a quand même cette idée qu'on est tous responsables et le premier levier d'action, c'est la vigilance. Oui, c'est la vigilance et c'est aussi le bon sens, être sensibilisé à ce risque, alors qui est
Évidemment plus présent dans le sud de la France parce que historiquement c'est là où il fait le plus chaud, que les massifs forestiers sont les plus vulnérables. C'est donc être en capacité de se renseigner sur les actes que l'on mène. Et effectivement, vous l'avez dit, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine, c'est-à-dire provoqués par l'action de l'homme, pas forcément volontaire, mais souvent liés à des mauvais comportements. On ne va pas stigmatiser les fumeurs, surtout pas, mais le jet de mégot, par exemple, lorsqu'on se balade dans la forêt ou lorsqu'on est dans son véhicule, qu'on jette par la fenêtre, fait partie des causes de départ de feu. Mais il y en a d'autres. Hein. L'utilisation, par exemple, d'un barbecue pour faire les grillades l'été, Ouais, c'est un moment agréable, mais ça peut mettre le feu, évidemment. Et par exemple aussi, les travaux en extérieur avec des machines-outils de type disqueuse, débroussailleuse, qui font une étincelle, effectivement, peuvent aussi mettre le feu, donc être extrêmement vigilant par rapport à ces actes. 9 feux de forêt sont d'origine humaine, donc on doit tous être effectivement beaucoup plus vigilants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un court instant pour une deuxième émission consacrée cette fois-ci aux crues rapides et torrentielles qui malheureusement se font aussi de plus en plus fréquentes. On vous dit à tout de suite.